Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier Mangaverse bonus. Il y en avait un qui est sorti l'année dernière sur Yu-Gi-Oh! Alors, je vais expliquer vite fait ce que c'est Mangaverse bonus. J'avais pour ambition à l'origine quand j'ai fait Mangaverse, donc de créer une sorte de pseudo web-série autour de l'univers du manga avec des personnages déjantés, et je voulais en complément de chacune des vidéos faire un petit bonus où j'allais parler d'une adaptation en série, d'une adaptation en film, film live, enfin film d'animation, film live, un jeu vidéo, un spin-off. Voilà, je voulais présenter un petit truc en plus qui pour moi n'était pas pertinent de raconter dans la vidéo, ça allait prendre du temps pour pas grand chose, ça n'apportait rien de plus à part dire l'animé est très bien. Voilà. Et rien de rajouter de plus de vraiment constructif, si ce n'est en prendre un quart d'heure pour raconter ça, et je trouve que ça serait pas intéressant. Donc c'est ce que j'ai fait pour Yu-Gi-Oh! Où après, en plus de la vidéo, vous avez 20 minutes, une grosse vidéo de 20 minutes où j'explique ce que j'ai pensé des différentes séries spin-off de Yu-Gi-Oh! Donc de JX jusqu'à Vrains, que vu que Vrains s'est terminé à l'époque, j'ai commencé un petit peu rush, mais je m'en bats les couilles. Donc voilà, je digresse. Et donc, vous avez donc c'était un prototype que j'avais envie de faire. Et donc là, pour la saison 2 de Mangaverse, il y aura à chaque fois, après une vidéo Mangaverse, au bout d'une quinzaine de jours, un bonus qui sera en lien avec la vidéo. Donc ça sera peut-être un top 10 de mes personnages préférés, 3 séries que je vous conseille en lien avec la série, des spin-offs, des films, des animés, etc., etc. À la base, pour cette vidéo, je voulais parler de 3 mangas que j'aime de Inyo Asano. Je les ai lus et j'ai changé d'avis. Je me suis dit, finalement, je vais relire toutes ses œuvres, donc ça, c'est des one-shots pour la plupart, et je vais faire une petite rétrospective de sa carrière. C'est un truc que j'ai pas fait dans la vidéo, donc ça sera vraiment un gros complément par rapport à Bonnie Poon Poon, et donc on va parler de chacune de ses œuvres dans l'ordre chronologique, et qu'est-ce que j'en ai pensé. Au final, cette vidéo, c'est une sorte de mes lectures spéciale Inyo Asano. Vous voyez ça comme ça, si vous regardez mes lectures, vous avez compris de quoi je parle, et donc on commence tout de suite. On commence avec Un Monde Formidable, donc c'est une série en 2 tomes, et j'ai l'édition intégrale sortie cette année. C'est le seul bouquin que j'ai pas relu pour cette vidéo, parce que j'ai relu le manga en début d'année avec cette grosse édition. Donc j'avais pas forcément envie de relire une nouvelle fois ce manga avec aussi peu de temps après l'avoir relu. Surtout que c'est pas une œuvre hyper mémorable de Inyo Asano, vu que c'est un recueil d'histoires courtes où le seul lien entre chacune des œuvres, c'est qu'à la fin, au début de l'histoire, on voit un personnage qui était dans le chapitre précédent pour te dire qu'en fait toutes ces histoires sont liées, sont dans le même univers, dans la même ville, dans le même quartier. Voilà, c'est le seul intérêt. Donc c'est un recueil d'histoires courtes sympathiques pour cette petite idée. Mais voilà, à part ça, c'est intéressant si vous vous intéressez à la carrière de l'auteur. Sinon, très clairement, pour moi, c'est pas une des meilleures portes d'entrée. Alors, j'aime bien cette édition-là parce que déjà, il y a un chapitre en plus par rapport à ces deux-là. Je trouve que la couverture est quand même beaucoup plus jolie que ces deux trucs-là qui sont, on va dire, un peu immondes. Et quoi d'autre? Il y a à chaque fois, à la fin de chaque petite histoire, un petit mot de l'auteur. Qu'est-ce qu'il en a pensé, dans quel mood il était, à quelle époque il était de sa vie. Ce qui fait qu'il y a un petit côté... voilà, l'auteur raconte un petit peu sa carrière. C'est très intéressant. Si un jour je veux présenter toute la carrière de Inyo Seno d'une manière un peu plus intelligente, parce que là j'avoue que j'y vais en mode when again, hein. J'ai écrit 2-3 trucs, mais basta. Donc c'est assez intéressant tous ces commentaires de l'auteur. Mais voilà, cette édition a vraiment ça comme intérêt. Si vous devez hésiter entre les deux, prenez celle-là, elle est quand même bien plus intéressante. Moi, je les ai pris parce que voilà, j'avais. Au bout d'un moment, je me suis dit, oh, allez, vas-y, je le prends. Ça paye pas de pain, il y a un Asano qui sort tous les ans, donc autant en profiter. Ah, j'ai oublié de dire, la plupart des œuvres qui ont été écrites dans Un Monde Formidable ont été écrites entre 2002 et 2004. Maintenant, on va passer à l'œuvre suivante de l'auteur qui a été écrite entre 2003 et 2005. Le chant de l'arc-en-ciel, ou en japonais, Nijigahara Holographe. J'ai beaucoup de mal avec ce titre, alors j'avoue que l'édition est très belle, avec le petit côté petit vernis sélectif, la couverture tout en noir avec un petit dessin qui se fait en vernis sélectif, un grand format, sympa pour Panini, même si le papier est un peu dégueulasse et que l'édition est aujourd'hui introuvable. Je l'ai trouvé un jour en occasion pour pas trop cher, mais alors je l'ai pris pour la collection, mais j'avoue qu'avec le recul, j'aurais pu garder mon argent. Alors, je suis intéressé parce que c'est du Asano, je voulais la collection complète, etc. etc. Mais j'avoue qu'en termes d'histoire, Asano m'a pas mal perdu. Alors en fait, c'est toujours un manga slice of life, avec un petit côté enquête policière, avec un petit côté... Alors déjà, en plus, l'auteur s'est pris dans un délire Christopher Nolan. Alors l'histoire se passe à deux époques différentes, qui sont écartées de 10 ans.
C'est un merdier pas possible à comprendre. Je sens que c'est le genre d'œuvre où Asano s'est dit ils vont devoir le relire 10 fois pour tout bien comprendre. Mais clairement, j'ai pas envie de relire le manga 10 fois pour tout bien comprendre. Je l'ai lu une fois, j'ai rien compris. Je l'ai relu pour cette vidéo, j'ai toujours rien compris. Et c'est peut-être pour ça que j'aime pas l'œuvre. Et je pense que ce côté. Je pense que si je relisais l'œuvre 10 fois d'affilée, je dirais oh putain, c'est intelligent. Mais j'avoue que j'ai jamais été dans l'esprit de relire 10 fois le manga d'affilée pour tout bien comprendre. Après, il y a des trucs très intéressants, notamment le fait que il y a des époques, il y a surtout le gros passage quand ils sont enfants avec l'histoire d'un meurtre, d'un puits, il faut jeter quelqu'un. Il y a ce petit côté légende urbaine qu'on a un petit peu dans les débuts de Poun Poun quand il est à l'école primaire ou quand il est avec ses potes et qu'ils vont dans ce grand hangar. Déjà, je spoil un peu Poun Poun. Il y a ça qu'on retrouve dans cette histoire et finalement c'est une sorte de prototype de la petite enfance de Poun Poun. Ça c'est très intéressant. Il y a le petit travail de l'hologramme, du numérique. J'utilise Asano là-dedans, dans ce tome-là avec les papillons qui sont très jolis. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes d'histoire pure, waouh, j'ai rien compris et ce qui fait que j'aime pas du tout ce manga. Ensuite, de 2004 à 2005, l'auteur a écrit Le Quartier de la Lumière, donc qui est alors un petit peu comme un monde formidable, un recueil d'histoires courtes, mais à la différence d'un monde formidable, là les histoires sont connectées parce que tout se passe dans la même ville, enfin même le même quartier qui s'appelle le quartier de la lumière par ses habitants, mais qui est pas si lumineux que ça. Il y a un petit côté, voilà, c'est un petit peu drôle. On appelle ça le quartier de la lumière, alors qu'en fait c'est un truc assez glauque. C'est un peu le 9-3 du Japon. C'est méchant pour le 9-3. On va suivre deux grosses histoires et deux plus modestes, qui sont normalement un peu moins intéressantes, avec une introduction un peu spéciale et une conclusion un petit peu spéciale elle aussi. Il y a une histoire avec un mangaka, sa femme est enceinte, et ils vont avoir un enfant, ça dure un chapitre, pas grand intérêt. Et une autre histoire avec deux lycéennes qui vont devenir potes et qui vont jouer à la balançoire, bon, pas très intéressant. Par contre, les deux qui sont un peu plus grandes, enfin un peu plus conséquentes, qui font 2-3 chapitres, qui font au moins une centaine de pages, et qui sont donc le gros du bouquin, c'est l'histoire d'un jeune dont sa mère est morte, son père est un peu dépressif, sans emploi, et il bosse dans une sorte pour un site où ils accompagnent les gens qui vont se suicider, et il va même les aider à se tuer. Et l'autre histoire, qui est en plus connectée à la première histoire que je viens de vous dire là, c'est deux hommes qui vont élever une petite fille, et l'un d'eux est un plus ou moins un criminel. C'est super sympa, je trouve ça beaucoup plus intéressant que les titres dont j'ai parlé juste avant. J'adore surtout énormément le chapitre final, enfin l'épilogue, qui est what the fuck avec un gamin qui fait des rêves et l'auteur s'est éclaté au niveau des pages, du dessin, je trouve ça super intéressant. Donc là c'est vraiment l'un des Asano les plus anciens, assez intéressant, que je vous recommande. En plus, dans ce bouquin, il y a un truc qui apparaît, alors je crois que c'est un petit peu vite fait, mais dans le champ de l'arc-en-ciel, mais c'est vraiment en celui-ci que ça apparaît beaucoup plus souvent, c'est quand les personnages pensent, ils n'ont pas des bulles de pensée, il y a une grande case noire, avec le texte en blanc, et c'est un truc qu'on revoit dans Bonne Nuit Poun Poun. Donc c'est une sorte de prototype de Bonne Nuit Poun Poun au niveau de la manière de narrer l'histoire, et donc les introspections personnelles des personnages. Et donc voilà, pour ce côté-là, voilà, voir l'évolution de l'auteur et sa manière de raconter des histoires, de les dessiner, c'est très intéressant. Là, tu vois vraiment une sorte de prototype d'un truc particulier dans Poun Poun, donc ces fameuses cases noires. Donc assez intéressant, j'aime bien ce petit bouquin. Ensuite, une histoire écrite de 2005 à 2006 et qui est certainement l'un de mes gros coups de cœur après Bonne Nuit Poun Poun, c'est Solanine. Donc j'ai les deux tomes édition simple et j'ai aussi l'édition double avec un petit chapitre épilogue et une vraie conclusion, enfin un chapitre 29 qui se raconte quelques années plus tard. Solanine, j'ai découvert ça juste après Poun Poun. Une fois que j'ai fini, je voulais découvrir d'autres œuvres de l'auteur. J'ai lu du bon et du moins bon, et Solanine c'est vraiment dans le top du top. C'est une œuvre qu'il a écrite juste avant Bonnie Poon Poon, et c'est très intéressant parce que c'est une sorte de on pourrait voir ça comme une sorte de pseudo-suite à Poon Poon, parce qu'on va suivre des jeunes adultes, des gens qui ont quasiment mon âge, hein, qui ont entre 25 et 30 ans, donc qui sortent de l'université, qui ont leur premier boulot, qui galèrent, qui ont leur premier appartement, qui vivent en couple et ils savent pas encore s'ils vont vivre toute leur vie, qui se disent est-ce qu'on va avoir des enfants plus tard, comment on va les élever, il faudra qu'on ait plus d'argent, il faut qu'on fasse des économies pour acheter un appartement, ou peut-être une vraie maison, etc. etc. Est-ce que je quitte mon boulot, est-ce que je crois en mes rêves, voilà, il y a plein de questions comme ça, des choses qu'on aborde un peu dans Poon Poon vers la fin, et bah en fait le truc c'est que Poon Poon se termine vraiment à l'époque de Solanine, ce qui fait que c'est vraiment, Solanine c'est la parfaite transition après Poon Poon, même s'il a écrit ça bien avant. C'est vraiment une œuvre qui me marque encore plus aujourd'hui, parce que je l'ai lu
fin adolescence, quand j'ai découvert pour la première fois Poun Poun. Je devais avoir 18-20 ans, et j'avais pas relu depuis très longtemps, je l'ai relu pour cette vidéo, et j'avoue que ça m'a encore plus touché aujourd'hui qu'à l'époque, parce que je suis beaucoup plus, j'intègre un peu plus les problématiques des personnages, parce que c'est des problématiques que je rencontre aujourd'hui. Et donc je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et le petit chapitre, les deux chapitres bonus de cette édition, le premier où on découvre les nouveaux habitants du bâtiment, enfin de la chambre des héros, Osef. Et l'histoire quelques années plus tard, je trouve ça très intéressant, ça continue la thématique où là, le personnage principal va tomber enceinte, enfin est enceinte et va avoir un enfant, donc c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire avec notre enfant, ça va être compliqué, patati patata. Solanine, c'est vraiment top, top, top. Pareil aussi, j'ai oublié de dire un truc, Solanine, c'est un manga où l'auteur utilise un petit peu ce flou de focal. Alors c'est utilisé de temps en temps, mais voilà, je pensais que Poun Poun était sa première œuvre où il utilisait ça, et non, c'est dans Solanine. Alors il le disait un petit peu vite fait dans ses précédents titres, mais c'est vraiment dans Solanine où ça m'a beaucoup plus marqué. Ensuite, de 2006 à 2008, l'auteur a écrit plusieurs one-shots qu'il a compactés dans La fin du monde avant le lever du jour. Alors, c'est encore un recueil d'histoires courtes, mais contrairement à Le Quartier de la Lumière et à Un monde formidable qui avait un petit peu ce côté, tiens, les histoires sont dans le même monde, ça se suit, là, que dalle. Il y a, alors, à moins que je les ai ratés, il n'y a aucune interaction entre les chapitres, peut-être que je les ai ratés. Il y a à boire et à manger là-dedans, il y a vraiment de tout et de rien. Ce qui fait que tu peux vraiment te lire un chapitre, t'arrêter, lire un autre manga, reprendre ta lecture plus tard. Il y a un peu comme tous les histoires de recueil d'Asano. C'est sympathique, il y a un peu moins ce côté masturbatoire, masturbation intellectuelle, où vraiment c'est des fois de la branlette. Je trouve, hein, des fois par moment, surtout avec le chant de l'arc-en-ciel, où des fois c'est. Comme j'ai dit, hein, moi j'ai pas du tout adhéré au titre, et des fois, L'amour formidable c'était un petit peu trop. Voilà, un peu trop intellectuel pour pas grand chose. Là, il y a un peu moins ce côté-là, c'est un peu plus gentillet, même si par moments c'est très pessimiste. Il n'y a pas beaucoup d'histoires qui m'ont marqué plus que ça, mais je les ai trouvées assez sympathiques à lire. Alors en plus, c'est marrant, c'est que c'est l'un des rares bouquins one-shot, recueil d'Asano qui est un petit format. À croire que c'est une sorte de, pour dire, c'est un peu plus modeste, un peu plus sympathique, tenez, plus petit format. Donc voilà, c'est sympathique, une petite lecture. Ça, je peux le conseiller si quelqu'un veut découvrir l'auteur sans avoir à commencer une grande série. Ça, même si je conseille surtout Solanine. Ensuite, vous avez Bonne Nuit Poun Poun, dont j'ai fait une vidéo de 15 minutes dessus, donc je vais pas revenir dessus, mais un des chefs-d'œuvre de l'auteur, franchement une œuvre que je vous conseille de lire. Si vous ne connaissez pas, lisez Bonne Nuit Poun Poun, c'est trop bien, et allez voir ma vidéo dessus. Ensuite, de 2009 à 2013, l'auteur a écrit en parallèle de Poun Poun, qu'il a écrit de 2007 à 2013. La fille de la plage, c'est Imacho, et c'est l'un des deux seuls mangas de Inu Asano à ne pas avoir été édité chez Kana. A raison, parce que c'est vraiment un manga qui est hardcore, pas dans le sens violent, mais dans le sens sexuel. Il y a beaucoup de scènes de cul, énormément de scènes de cul. Pour faire ça d'un fil de page, c'est l'histoire de deux adolescents, alors collégiens, fin collège, début lycée, qui ont le cœur brisé et qui vont se rencontrer, retrouver, parce qu'il y en a un qui est amoureux de l'autre, elle l'a plus ou moins envoyé chier, et l'autre est tombé amoureux d'un lycéen beau gosse, et il a dit suce-moi et après casse-toi, et donc un peu tous les deux le cœur brisé. Ils vont se retrouver, et ils vont découvrir les joies du coït dans l'insouciance, et le tome 1 est un peu mignon, on dirait un film français en fait, le côté on découvre le cul, on fait n'importe quoi. Le tome 2 est un peu plus sombre, je trouve qu'on commence à arriver dans une sorte de relation toxique, et ça rappelle par moments Bonne Nuit Poun Poun, voilà, sur la fin, je vais essayer de pas trop spoil. J'avoue que on dirait une sorte de Poun Poun, mais si ça s'était pas passé sur 25 ans, mais sur 15 par moment. J'avoue que le deuxième tome est beaucoup plus dur, surtout qu'en plus il commence à y avoir leur relation va un peu plus loin et dans des vices un peu plus violents. Ça aurait pu aller dans le BDSM, mais ils y sont pas allés, mais c'est pas loin. Je suis sûr que ça serait continué, l'auteur serait dans des délires SM. C'est vraiment sympathique, c'est vraiment une lecture que j'aime beaucoup, malgré qu'il y ait beaucoup de scènes de pubis-salaire. Ensuite, en 2010, l'auteur a sorti un artbook qui s'appelle Contrôle T. Alors, il en a fait d'autres, mais je les ai pas tous. J'en ai juste un que j'ai réussi à choper en édition allemand. Et je ne parle pas allemand, donc en fait, je regarde que les dessins.
et j'ai jamais compris les histoires qu'il y avait dedans. Il y a 2-3 petits one-shot d'une vingtaine de pages que j'ai pas compris, mais je l'avais acheté parce que je l'avais trouvé pas trop cher sur internet pour une vingtaine d'euros, et je me suis dit, oh, allez, ouais, il était à 20 euros, c'était le prix normal en Allemagne, c'est 20,80. Je l'avais pris juste pour admirer un peu les dessins de Asano qui sont vraiment super dans cette édition. Voilà, pas grand chose à dire de plus. En plus, on a les premières pages de Poun Poun en couleur, chose qu'on n'a pas dans l'édition de chez Kana, parce qu'elle n'est pas en couleur. Voilà, pas grand chose à dire de plus. C'est un petit artbook sympathique. Il y en a un autre que j'ai pas lu, enfin que j'ai pas acheté, que j'ai pas trouvé en allemand, et que j'ai trouvé sur site en japonais, mais à 60 euros et plus les frais de port. Pas pour l'instant. Ensuite, on a le titre le plus récent de l'auteur, qu'il a commencé depuis 2014, une autre série longue, Dead Demon, Dead Destruction, peut-être oublié un D, je sais plus. Franchement, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Alors, moins que Poun Poun pour l'instant, même s'il y a des hauts et des bas. Là où Poun Poun, j'ai pas eu trop de bas, j'ai vraiment une ascension fulgurante de plaisir de lecture. Moi, je trouve que Dead Demon, il y a eu quelques tomes récemment, avant le tome 8, qui étaient un peu moins bien, mais ça reste une œuvre vraiment sympathique. Je pense qu'une fois que ça sera terminé, j'aurai une vision peut-être beaucoup plus globale sur l'œuvre, et peut-être que j'apprécierai plus ou moins, à voir, parce que je pense que Poun Poun à lire tous les mois ou toutes les semaines, c'est pas pareil que le lire d'un coup. À chaque fois Poun Poun que je l'ai lu, je les ai lus d'un bloc, et à chaque fois j'ai adoré mes lectures. Dead Demon, et je pense que Asano c'est comme ça, et même Shuzo Shimi, un auteur que j'aime aussi beaucoup, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup plus de lire d'un seul bloc que de lire un tome tous les mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois. Et j'en parlerai sûrement un jour de Dead Demon. Quand le manga sera terminé, c'est sûr et certain que j'en parlerai sur la chaîne. Maintenant, il faudrait que le manga se termine. En parallèle de tous les mangas dont j'ai parlé jusqu'à présent, l'auteur a écrit d'autres one-shots qu'il a compactés dans son anthologie, qui s'appelle le Inyo Asano Anthology. Et un petit peu comme La fin du monde avant le lever du jour, il y a à boire et à manger, il y a plein d'histoires. Il y a un prototype de Dead Demon, Dead Destruction. Il y a une histoire que j'aime énormément qui s'appelle Tempest, où c'est les personnes âgées, si elles sont séniles, c'est plus des êtres humains. Et c'est comme des pigeons, on peut leur shooter dedans. C'est très dur, ça part un peu du vieillissement, c'est un peu bon intellectuel, mais je trouve que c'est très intéressant comme histoire. J'ai pas toutes les histoires en tête, mais c'est sympathique. C'est pas forcément la meilleure porte d'entrée pour Asano, mais c'est... voilà, si vous avez lu 2-3 œuvres, il y a un petit peu à boire et à manger là-dedans, et je trouve que c'est très intéressant. En termes d'anthologie, je pense que c'est le plus intéressant. Franchement, des 4 anthologies qu'on a eues, donc celui-là, La fin du monde, Un monde formidable qui est un peu une anthologie, et Quartier de la lumière, je trouve que c'est le plus intéressant de tous. Et on arrive à la fin de cette petite rétrospective des œuvres de Asano, une œuvre sortie en 2017. Errance, une histoire un peu autobiographique de l'auteur où il raconte ses déboires après un... Enfin, c'est l'histoire d'un auteur qui a eu un grand succès d'estime, qui a une œuvre populaire, et qui se retrouve dans le après. Qu'est-ce que je fais après cette grande œuvre de 15 tomes qui a consumé quelques années de ma vie? Qu'est-ce que je fais après ça? Et donc, tu vois un parallèle un petit peu avec Poun Poun, même si l'auteur a pas eu... J'ai pas l'impression que l'auteur a eu cette déchéance de popularité. Après, je suis pas au Japon, donc je me rends pas forcément compte. Mais en tout cas, de mes yeux de français, j'ai pas l'impression que l'auteur a vécu ça. Peut-être qu'il l'a vécu. J'avoue que la première fois que j'ai eu le bouquin, j'ai trouvé ça sympathique, un peu bizarre, et je comprenais pas vraiment toute cette allusion par rapport à Poun Poun. Après avoir relu Poun Poun, et forcément j'ai fait les liens, j'ai fait bah oui c'est Poun Poun, tout ça. Et surtout, j'arrive à faire un lien avec ma propre vie, dans le sens où ça m'est arrivé dans le monde du travail d'en avoir un peu marre de mon boulot, d'avoir envie de changer d'horizon, de faire un autre boulot. Alors toujours dans le même domaine, mais j'ai envie de changer d'employeur. Et je comprends un petit peu le personnage. Avec ce bouquin, je ressens ce petit côté... merde, j'aime bien ce que je fais. Alors, l'auteur n'aime pas ce qu'il fait, mais moi j'aime bien ce que je fais, mais ça me saoule un peu. Voilà, de voir les mêmes têtes, de faire la même chose, d'aller au même endroit tous les jours, ça commence à me saouler, j'ai envie de voir autre chose. Et je ressens ça, et je trouve que cette œuvre m'a parlé à ce niveau-là. Peut-être que ça vous a parlé aussi. Super intéressant. Alors en plus, j'en ai pas parlé, mais dans Solanine, le gros intégral, l'auteur fait un parallèle entre Solanine et celui-là. Je spoil un petit peu Solanine, hein, donc si vous n'avez pas vu le bouquin, allez-vous-en. Dans Solanine, l'auteur dit qu'il y a un héros qui cherche à atteindre son rêve, mais qui est brisé avant d'y arriver. Et là, on a un personnage qui atteint son rêve et qui est brisé.
pas mal ce petit lien qu'il a fait. J'avais pas fait le lien à l'époque, en plus, Kana est intelligent, ils ont sorti l'intégrale et Errance en même temps, ce qui fait qu'il y avait un petit ping-pong entre les deux œuvres. Mais comme j'ai acheté l'intégrale Saline bien après Errance et que je l'ai relu en fait que récemment pour cette vidéo, j'avais pas relu l'intégrale, ça me saoulait, ça m'intéressait pas, juste pour 2 chapitres, je dis juste pour la collecte. Voilà, Errance, vraiment une œuvre sympathique que je vous conseille. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette petite rétrospective des œuvres de Asano avec, mine de rien, pas mal de bouquins, une bibliographie assez conséquente avec beaucoup de slice of life qui sont, comme je l'ai dit, qui vacillent entre le sympathique, le bien et le très bon. Avant de partir, je vais me faire un petit top 3 des œuvres que j'ai vraiment aimées et que je vous conseille. Alors, j'exclus Poon Poon et Dead Dead Demon parce que c'est trop facile, hein, ils prennent les 2 premières places. Même si je pense que Dead Dead Demon, je le mettrais 3ème. Donc allez, un petit top 5. Alors, en 5ème position, Errance, une des œuvres les plus récentes de l'auteur, qui parle de lui, de ses déboires en tant qu'auteur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette œuvre, et je l'apprécie beaucoup plus avec le recul et quelques temps plus tard. En 4ème position, La fille de la plage, qui est une des grosses petites œuvres d'auteur, donc les séries de 2 tomes, que j'ai vraiment beaucoup aimé relire et même s'il y a du cul, on dirait un film français. Franchement, j'adore l'histoire de ces 2 collégiens qui vont s'aimer, se haïr. En 3ème position, Dead Dead Demon, des Destructions. J'aime beaucoup, mais moins que Poon Poon. Et vu que c'est pas encore terminé, peut-être que ça va changer. Mais c'est vraiment une œuvre très sympathique que je vous conseille. En 2ème position, Solanine. C'est vraiment une œuvre fantastique. Qui m'a touché, et encore plus aujourd'hui avec le recul et le fait que j'ai grandi et vieilli et que j'arrive à une époque qui correspond au personnage de l'œuvre et forcément ce qui leur arrive, ça me parle aussi un petit peu, donc forcément il y a un petit peu de moi dans l'œuvre qui commence à apparaître. Et en première position, Poon Poon, la meilleure œuvre de l'auteur, qui est une véritable histoire où tu suis vraiment un personnage du début jusqu'à la fin. Tu t'identifies à chacune des périodes parce que tu as plus ou moins vécu la même chose. Tu peux être Poon Poon, on peut tous être Poon Poon. Et j'en ai parlé pendant un quart d'heure, donc c'est trop bien Poon Poon. Allez voir Poon Poon. Donc voilà, c'était mon petit Mangaverse bonus. J'espère que vous avez aimé ce petit format bonus sans prise de tête, avec un tout petit peu de montage, hein, point barre. Je me prends moins la tête, c'est vraiment du bonus. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, ça me fera super plaisir. Et en description, il y a toujours des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Sur Twitter, on approche quand même des 450, voire 500, j'ai plus eu les chiffres en tête. Sur Discord, on commence à être un petit peu plus actif. Instagram, il faut que je m'y remette un petit peu. Et sur ces bonnes paroles, lisez des mangas. Et ciao tout le monde.